Le plaisir est toujours renouvelé, mesdames et messieurs, de vous retrouver chaque mercredi pour Web Presse. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons nous apaisantir sur deux grands thèmes. Nous allons parler de la situation qui a prévalu le lundi dans l'Assemblée nationale. Les images ont circulé de par le monde. Nous allons essayer de parler de ce rejet de la motion contre Patrick Kitebi et Rémy Musungai. Nous allons aussi parler de la situation dans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément à Beni. Je suis avec des excellents confrères comme d'habitude. Je suis avec Dionit Kaninda, journaliste indépendant. Bonjour Dionit. Bonjour madame. Très heureuse de vous recevoir dans ce plateau. C'est toujours un plaisir d'avoir des intelligences dans mon plateau. Daniel Safo, il n'est plus à présenter. Point ça en plus. Bonjour Daniel. Bonjour. Très heureuse aussi. Et nous allons terminer par Joël Cadet, Impact News. Bonjour Joël. Bonjour cher consoeur. Voilà, toujours un plaisir d'être avec des intelligences. Je ne cesserai de le répéter. Et respect aux confrères donc. Donc nous allons commencer par ce qui s'est passé lundi à l'Assemblée nationale. Plusieurs en tout cas titres parus ce lundi et mardi ont titré sur cette situation qui a prévalu au Palais du Peuple. L'objectif a dit Assemblée nationale, Kitebi Musungai échappe à la fatwa de l'opposition. Le télégramme du Congo, Patrice Kitebi et Rémy Musungai sauvés par leur famille politique, donc bagarre à l'Assemblée nationale. La référence plus de notre excellent confrère Ipakala, donc, lui parle de motion de défiance contre Patrice Kitebi et Rémy Musungai recalé. L'opposition se dégonfle. Donc, Dionit Kaninda, vous avez vu les images. Il y a vraiment la force de l'image. On a vu tout ce qui s'est passé le lundi. Est-ce que pour vous, Dionit Kaninda, l'opposition et la majorité ont carrément joué leur rôle? La majorité a carrément soutenu ses membres, tout simplement. On peut résumer ça à ça. Effectivement, la situation a été tout à fait dramatique, mais prévisible. Parce que nous sommes dans un système voulu démocratique, ça signifie que c'est la loi de la majorité qui prime. Et en tant que tel, on ne pouvait pas s'imaginer que le ministre Patrice Kitebi et le ministre Rémy Musungai puissent tomber au sein de l'Assemblée nationale où Joseph Kabila détient encore jusqu'aujourd'hui la majorité. Et nous avons plutôt été surpris de la manière dont on a procédé pour sauver ces ministres faisant partie du clan Kabila. Nous disons qu'effectivement, la majorité avait raison de pouvoir protéger les siens. Mais seulement de voir qu'on n'a pas laissé le débat être entamé, c'est là que nous disons qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce qu'il y a une sagesse qui dit « Tout ce que vous faites pour moi, sans moi et contre moi ». On devait laisser la population, à travers ses élus, s'exprimer. On dit que c'est du choc des idées que j'ai eu plutôt la lumière. Mais là, on n'a pas laissé les idées parler, on n'a pas laissé l'intelligence parler comme tu l'as toujours soutenu. Mais là, non, on a vu juste des motions, contre-motions surgir jusqu'à empêcher le débat sur les questions qui ont été posées aux membres du gouvernement, alors que c'était des questions essentielles, des questions importantes, parce que ça a engagé le trésor public, ça a engagé le bien-être de la population congolaise. Donc ça, dans un premier temps, ça nous a vraiment choqués. On ne pouvait pas accepter ça. Alors, en deuxième temps, il est quand même inadmissible de voir qu'à la place de faire parler l'intelligence, c'est plutôt les biceps. Le député national, Valentin Senga, qui passe pour sauver la peau du ministre Rémy Musungai. Nous avons lu sur la toile, on a dit qu'il a touché 200 000 $, ou quoi pour et d'ailleurs que tous les députés ont reçu 60 000 et 50 000 $. Voilà, où sont les preuves? Il a été destitué. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves, mais c'est ce qui se raconte sur la toile. Mais nous en tenons au fait. Le député national passe pour laver le ministre, pour dire que bon, ce n'était pas pendant son mandat, pas sa responsabilité, ça n'engage pas sa responsabilité, étant donné que les faits se sont produits avant que lui ne vienne au ministère et que lui a mené des démarches pour récupérer 60% du matériel qui a été détourné et qu'on ne pouvait pas le poursuivre. Mais il a parlé au nom
du caucus des députés de la province orientale, alors qu'il n'avait pas reçu mandat de la part de ses collègues. Et c'est ce qui a dégénéré. Ses collègues n'ont pas supporté le fait qu'ils puissent dire que les députés de la province orientale ont retiré leur signature. Et ça a dégénéré. Donc, de l'autre côté, ils ont manqué la tolérance. Ce n'était pas admissible. C'est vrai que leur collègue, le président du caucus, a péché, mais ils ne pouvaient pas, de leur côté, en venir aux mains. Ils devaient plutôt opposer des arguments scientifiques, opposer le règlement intérieur, opposer la constitution. En ce moment-là, nous leur donnerons raison. Mais en ce moment-là, en tout cas, ça énerve. Daniel Safou, c'est vrai qu'on a suivi Dionyd Kaninda qui a dit que la loi de la majorité a parlé. Donc c'était quasiment improbable que Rémy Musunga et Patrice Kitebe puissent tomber. Mais la question que se pose, que la population se pose, même s'il y a des preuves, même si c'est palpable, même s'il y a faute, comme c'est la majorité, eh bien c'est la loi du jeu. Aucun ministre, jusqu'à la fin de la législature, ne tombera dans ce Parlement, dans cette Assemblée nationale. Ils ont la mission de se protéger entre eux, mais ils n'ont pas droit de protéger l'idiotie ni la corruption. Vous savez, c'est une honte pour la RDC. C'est une honte pour le peuple congolais. C'est une honte pour Kabila. C'est une honte pour Matata. Nous avons signé des traités de lutte contre la corruption ici dans ces pays. Sur le plan international, on a démontré que nous sommes un pays où la corruption siège au sommet de l'État. À l'hémicycle, ce qui s'est passé là, c'est la mafia, c'est la corruption. C'est la corruption pure et simple. Honte pour ces gouvernements. Honte pour ces parlements. Honte pour ces députés qui se sont battus. Non. Les députés qui vont vers Senga, celui-là, je ne le condamne pas. C'est un homme avisé. Il a compris qu'est-ce qu'il pourrait dire encore. Qu'est-ce qu'il pourrait faire si la bagarre, c'est le seul langage, en fait. C'est un marxiste, ce député-là. Sa place serait dans l'opposition. S'il était intelligent, je crois. Senga, qui ne connaît pas Senga? C'est ce jeu-là. C'est ça le jeu qu'on joue dans ce pays. Tantôt moi j'ai connu Senga dans les MLC avec Jean-Pierre Mbemba. Il a été ministre dans ce pays, dans les comptes, n'est-ce pas, du MLC. On se réveille un bon matin, il quitte les MLC, il va au PPRD. Ça, c'est un homme normal. Il se moque de qui? C'est sa liberté, il a joué de sa liberté. Ah, choisir son qu'il le fasse dans sa famille. Qu'il se fasse dans sa famille où il se change de femme comme il le fait. Mais s'il s'agit du respect au peuple, nous les regardons, nous connaissons cela, qui était hier au MLC, hier à l'IDPS, ils se retrouvent au PPRD. Nous comprenons, ce sont des gens qui agissent par rapport au ventre. Nous ne voulons plus les politiques qui fonctionnent par rapport à la ventrologie. C'est aussi une science, madame, je t'informe. La ventrologie. Ne pas réfléchir avec sa tête, mais fonctionner avec son ventre. Vous attendez les gens qui vous disent Kabila n'a pas ton dioté. Tu côte ça va mis tout à la carte liboum. Tu suis passé tu côte sur la liboum pour ton bien. C'est ce que j'appelle la ventrologie. La ventrologie. Quand on écrit dans les journaux comme ça, Kabila Toton Dioté, et on met à côté la personne, Kike Mouluma, tu crois, on est content de ce genre de choses. Ça nous énerve. Si les députés perdent la maîtrise en soi pour aller cogner, et le peuple ne va pas perdre la maîtrise un jour, le peuple ne peut pas entrer dans ces parlements-là, parce que déjà nous constatons la colère entre les gens de la majorité. Et vous croyez que le peuple n'a pas le droit de se fâcher? Vous croyez vraiment? Si entre eux, ils constatent que, il y a Zimbongo, biso to Zimbongo te, to bete ma kofi, bongo biso population, comme ça to syndicataire. Acceptons qu'un jour, nous aussi, la population, nous puissions réagir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la corruption n'a plus honte. Il n'y a plus honte de la corruption dans ces pays. Si la corruption s'exerce là, au palais du peuple, je demande à Obé Minakou de retirer sa fameuse phrase de l'hémicycle, temple de la démocratie. Non, c'est le banditisme démocratique. C'est-à-dire quoi? Vous voulez vous servir de la démocratie pour faire des aventures. C'est comme ça que j'aimerais que ces termes soient utilisés. Oh, bazola nangai population, bokanga yango. Le banditisme démocratique, bokanga komboana. Nous ne sommes plus dans un état démocratique, mais nous sommes dans un état où règne le banditisme démocratique. Okay, je vais revenir pour éclairer l'opinion Nous prenons Joël Cadet, nous avons suivi les réactions fusées après. Joël Cadet, Rémy Musunga a d'ailleurs proposé une pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale par rapport à tout ce qui s'est passé. Il a dit que le bureau n'est plus digne, en tout cas de présider l'Assemblée nationale. Vous partagez ce point de vue? Bon, je crois. La vérité est que
Et, nous avons compris que vraiment Obé-Minako est venu pour tuer la démocratie, non seulement à l'hémicycle, mais sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vous le sentez déterminé pour les objectifs qu'il s'est assignés. En tout cas, on est prêt à tout. Et le scénario auquel on a assisté le lundi était prévisible, c'était déjà attendu. Je voudrais qu'on distingue quelque chose avec mon frère Kaninda dans ce qu'il dit, la loi de la majorité. Dans la loi de la majorité, en démocratie, il faut considérer l'intérêt supérieur de la nation. Lorsqu'il y a intérêt supérieur, vous pouvez être de la majorité, vous pouvez être de l'opposition. Ce qui prime, c'est l'intérêt supérieur. Mais malheureusement, chez nous, on est habitué à la tricherie. Et vous verrez, ceux qui ont réussi leurs études dans la tricherie, ceux qui, depuis la première année scolaire, ont triché, ne manqueront jamais de tricher, même quand ils seront au sommet de l'Assemblée nationale. Et c'est cette tricherie, cette corruption dans laquelle beaucoup de nos dirigeants ont évolué. Vous savez, quand j'étais étudiant, mes collègues sont là, je les connais, il y en a qui sont un ministre, mes collègues de promotion avec qui j'ai étudié à l'université de Lumbashi, ils me connaissent. Je couvrais mes papiers quand je faisais mes interros et mes examens. Et je m'asseyais seul. Oh non, il y a l'ingaka qu'on lise ces réponses. Mais vous verrez tous ceux, madame, vous avez des collègues, considérez tous ceux qui trichaient à l'école. Quand vous étiez à l'école, à l'université, ils continuent à tricher aujourd'hui. C'est le cas des Senga, c'est le cas de certaines personnes que vous voyez comme des députés tourments, un homme que j'admire, que je respecte. Oh, il est tombé celui-là. Alors, Ibokaba, tout est là, vous comprenez? C'est un ancien moboutiste. Vous comprenez? Des gens qui, durant leur vie, n'ont fait que tricher. Même pour faire voyager leurs enfants en Europe, n'ont fait que tricher. Ils trichent contre la République et c'est la tricherie qui existe là-bas. Et voilà, parce que la nation aujourd'hui est assise, le socle de la nation congolaise, c'est l'immoralité. Voilà c'est à quoi nous assistons. Donc c'est pourquoi nous n'avons pas à nous plaindre que les gens puissent banaliser, puissent secouer. Qui sait que Moussoungaï est ministre d'un ministère et qui ne sait pas que dans ce pays ici, ou dans le droit administratif, il y a le principe de la continuité du service de l'État. Et parce que vous êtes là, vous allez vous laver les mains. Non, moi je n'étais pas là. Messieurs, vous devriez, n'est-ce pas, payer les pots que vos prédécesseurs ont payés, parce que c'est toujours le régime ici que nous avons. C'est le président de la République, son excellent Joseph Kabila Kaban, qui allait couper les rubans symboliques. Pourquoi on a fait ça? On détourne l'argent destiné à ça. Et tous les boyomés, toutes les boyomés, tous les boyomés vont laisser les Senga comme ça. C'est pourquoi j'ai salué déjà la décision où ils l'ont destitué de la présidence du caucus des députés de la province orientale. On doit quand même avoir pitié des boyomés. On doit avoir pitié des boyomés. Vous savez qu'à Kisangani, s'est passé une guerre pendant 6 jours où Rwandais et Ougandais se sont battus, ont détruit Kisangani, ont tué les boyomés, ont tué les boyomés. Mais la moindre chose que nous pouvons faire pour ces gens-là, c'est réhabiliter. Donc le sac de ciment à Kisangani, ça coûte combien aujourd'hui? En effet, je n'ai pas de précision. $60 à Kisangani. Alors qu'ici c'est 12. C'est 60 $, je précise. C'est 60 $. Or, c'est un instrument qui pourrait bien alléger, n'est-ce pas, les coûts, n'est-ce pas, de l'achat des sacs de ciment, qu'on construise quand même cette ville qui a connu des guerres, comme a dit mon frère, la guerre évidemment, d'un côté Jean-Pierre Mbemba par les Ougandais, de l'autre côté le pouvoir en place de l'AFDEL par les Rwandais. Non, à l'époque c'était tout simplement les Rwandais, les militaires rwandais, uniquement Rwandais, les militaires uniquement Ougandais. Il n'y avait pas une rébellion dans ça. C'est là où je dis que les représentants, moi je crois que toutes les boyomés, tous les boyomés pouvaient se réunir pour pratiquement retirer leur confiance dans leurs délégués, dans leurs représentants qui ont volé, qui ont été corrompus et à la face du monde se sont battus. Donc c'est une immoralité consacrée. Judith Kanina, c'est l'image des députés nationaux, des députés nationaux, pardon, qui sont un peu entachés par tout ce qui se passe depuis cette législature. C'est vrai qu'on les a donné ce mandat, ils dirigent à l'autre place, mais on a l'impression, comme on vous l'avait dit, que vraiment l'image est écornée des députés nationaux. Et nous prenons maintenant l'aspect du critérium des députés nationaux, Judith Kanina. Qui aujourd'hui est député national en République démocratique du Congo? C'est n'importe qui aujourd'hui. C'est ça maintenant les résultats. Si en aval, on n'a pas fait un choix rigoureux, mais voilà les conséquences aujourd'hui. C'est n'importe qui est député national. Merci Paulette. Je pense que c'est une question cruciale aujourd'hui pour la société congolaise.
On sait qu'il y a souvent des scènes comme ça dans des parlements. Oui, ailleurs, oui. En Ukraine, il y a eu l'intérêt. C'était pour l'intérêt commun. Je suis bien d'accord avec Joël Cadet quand il parle de l'intérêt supérieur de la nation. Effectivement, ça, personne ne peut reculer devant ça. Mais lorsque je parlais de la majorité, c'était par rapport à la question qui était prévisible que ça se passe comme ça, que cette majorité actuelle va le faire. Protéger les siens. Donc, c'était par rapport à ça. Mais par rapport à l'intérêt, ça je soutiens. Tout scientifique censé doit le comprendre que face à l'intérêt, on ne peut pas transiger. Mais quant à l'image des députés, non, c'est déplorable, madame. C'est déplorable parce que tout est aussi fonction de la qualité de nos électeurs. Parfois, on n'arrive pas à comprendre qui est-ce qu'on doit choisir pour parler en notre nom, quelque part. Pourquoi? Simplement parce qu'on a amené des t-shirts, parce qu'on a apporté l'argent et tout. Et comme on est dans la pauvreté, comme on est en train... Donc, on est dans la misère, on dit non, bon, voilà, on va donner nos voix à celui qui nous a donné un pagne, il nous a donné 100 $, voilà, on lui donne des voix et il devient notre représentant. Même s'il n'a pas de moralité. Voilà pourquoi nous, dans la profession, il ne nous est pas permis d'appeler ces gens-là honorables. Nous disons simplement député national. Même si de temps en temps, nous voyons des journalistes dire honorable est tel, non. Excellence telle, non. Nous disons, messieurs les ministres, messieurs les députés nationaux. Oui, parce que l'honorabilité, madame, ça, c'est même le cœur de la nation. Il nous représente. Au vu du monde, lorsqu'on parle que c'est un député congolais, ça signifie qu'il me représente. Mais quand je ne peux pas me retrouver dans cet homme-là, moi, personnellement, vous vous retrouvez dans cette assemblée nationale? Non, pas du tout, madame. Lorsque les gens peuvent se jeter des pamphlets comme ça en pleine plénière de l'Assemblée nationale, lorsqu'ils peuvent proférer des injures, des insultes en pleine plénière, non, ils ne peuvent pas mériter ma confiance, non, pas du tout. Donc, ces députés-là, c'est des gens, en principe, qui devraient être sanctionnés. Je ne me suis pas encore renseigné sur ce que prévoit la Constitution par rapport aux députés qui se méconduisent comme ça. Mais il devrait y avoir des mécanismes de sanctions, parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des scènes pareilles. C'est inadmissible pour des personnes qui nous représentent. C'est inadmissible. Un député national, c'est d'abord quelqu'un qui doit être bien éduqué. Parce que nos enfants étaient à la maison en train de regarder des papas qui se donnaient des coups. Non, mais c'est inadmissible. Si bien que la cause qui était défendue était correcte, parce que l'homme a touché des pots de vin et qu'il fallait dire non à cela, mais de quelle manière? De quelle manière? Parce que nous ne pouvons pas vivre dans une société de l'intolérance. Non. Nous ne pouvons pas accepter une société de l'intolérance. Nous avons des problèmes sérieux dans notre pays qu'il faut régler. Mais si nous adoptons aujourd'hui de marcher dans l'intolérance, cela signifie que lorsque j'ai un problème contre Daniel, je me fais justice. Est-ce que c'est normal? C'est vrai que les magistrats aujourd'hui sont dans la rue. Ils sont en grève, ils sont en train de revendiquer leur salaire. C'est pas normal. Il faut que le gouvernement consente que le gouvernement nous prend en charge lorsque nous avons des différends. Lorsque nous sommes en conflit, il faut qu'il y ait une autorité quelque part qui nous prend en charge. Mais lorsque les députés en arrivent aux mains, c'est les biceps qui parlent à la place de l'intelligence. Daniel Saf, vous reconnaissez, vous, dans cette Assemblée nationale, aujourd'hui, on est presque à la fin de l'année. Non, madame, donnons raison à un homme. Cet homme-là s'appelle Tshisekedi Wamulumba. Cet homme-là dit, n'allez pas siéger dans cet hémicycle-là. N'allez pas siéger. Rien ne sortira dans cet hémicycle-là. On a fait croire que cet homme-là n'a pas raison. Aujourd'hui, moi je suis convaincu. Après Simon Kimbangu, qui est prophétisé des choses, nous avons sur notre prophète. Tshisekedi a cessé d'être politique depuis le jour où il y a eu bagarre. C'était le 10. La prophétie de Tshisekedi, qui n'est plus une déclaration politique, ça devient une prophétie, devient manifeste et réelle. Tshisekedi l'a dit. N'allez pas siéger dans cet hémicycle. Ça c'est de deux. J'aimerais tourner mon regard vers mon confrère que j'apprécie beaucoup. Le peuple n'a pas élu ces gens-là, le peuple n'a pas voté. Nous tous, nous sommes convaincus, on est journalistes, il y a eu tricherie. Tricherie. Si les 500 députés, on retrouve 120 ou 130 selon certaines investigations, ceux qui étaient réellement élus. Les 3-5 consorts se sont déjà nommés par la main. Et c'est dangereux pour un pays.
Vous savez, il y a une loi logique, nous avons tous appris la logique à l'école. Lorsque les prémices sont mauvaises, la conclusion sera aussi quoi? Mauvaise. Nous avons vu, les prémices ont démontré qu'il y a eu tricherie. Ces élections sont émaillées de la tricherie. Ces élections sont teintées de la tricherie. Les gens sont montés au créneau. Nous devons avoir du respect à ces peuples. Vraiment du respect au peuple congolais. À tous ceux qui nous suivent. Les gens ne se sont pas retrouvés à travers ces députés parce qu'ils ne les ont pas élus. Surtout ici dans la ville de Kinshasa. Alors, tous ceux qui disent le peuple n'a pas opéré un bon choix, c'est faux. Le peuple a eu à sanctionner les gens. Mais c'est les organisateurs qui ont contrôlé le peuple. Je crois que le peuple a raison. Ce peuple a toujours... Le peuple connaît les gens. Il connaît la qualité des gens. Le peuple sait que celui-ci c'est libre. Celui-ci c'est intelligent. Vous allez dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Vous savez qu'on a des députés provinciaux. Certains députés qui ne savent pas lire. Je peux citer les noms. Non. Ils ne peuvent pas lire. Merci beaucoup, mon ami m'interdit. Parce que nous sommes aussi liés à la déontologie. Ni était la déontologie. Je citerai les noms de 2 ou 3 députés qui sont à l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui ont du mal à lire. Ils ne peuvent pas lire, ma soeur. Ça énerve, ça fait mal au cœur. Mais tout ce que nous savons, les mandats c'est pour 5 ans. Le 20 décembre à 0 heure, les mandats de tout cela va s'arrêter. Mais malheureusement, ils prolongent toujours. C'est les députés provinciaux, ils sont hors mandat. Kengwa Dondo, il est hors mandat. Les présidents des assemblées provinciales, ils sont hors mandat. Donc le peuple a eu déjà sanctionné ces gens. Mais, mais moi je crois que, là où je vais chuter, la révolution ne construit pas. Je crois que ce qui peut construire un pays, ce sont les textes et les règles qui réglementent, n'est-ce pas, la société. Joël Kado, vous une intelligence. Je reviens sur le critérium des députés nationaux. Est-ce que pour vous, ceux qui nous représentent aujourd'hui en valent vraiment la peine? Est-ce qu'ils nous défendent réellement dans cette Assemblée nationale ou ils sont là simplement pour l'un? Parce que le peuple est dépassé, le peuple est déçu, le peuple pleure face à ces spectacles qu'ils ont vus le lundi. Il ne faut pas mâcher les mots, c'était honteux et c'était retransmis à la chaîne mère. Donc le monde entier a vu ces spectacles. Non, madame, le problème c'est quoi? C'est là où il y a l'erreur d'élaborer des lois taillées sur mesure. Dans ce pays, on a eu à élaborer parce qu'on voulait que notre président de la République, qui à l'époque avait moins de 30 ans, on a rabattu l'âge du chef de l'État, alors que dans la constitution de transition de la conférence nationale souveraine, c'était ramené à 45 ans. En Zambie, c'est à 60 ans. Mais on a ramené jusqu'à 30 ans. Comme il y avait certains candidats dont le cursus scolaire ou académique posait problème, on a réduit l'élection du gouverneur de province ou de quoi à 18 ans. Donc ça voudrait dire qu'un diplômé d'État pouvait devenir gouverneur de province, un diplômé d'État pouvait devenir député national. Et ça, donc, si vous lisez la loi électorale, donc le problème ne tire pas son origine des gens qui ont été élus. Oui, Ngoï Mulunda a nommé les gens qui lui ont été recommandés par Bocha, par Katumba, par Pea Sonam, par Mukatumbi, par tous ceux qui ont travaillé pour la nomination de nos frères et sœurs qui sont à l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nous le savons qu'il a reçu. Moi, je connais un député qui avait gagné Maître Dieudonné Piem à Chikapa, mais il y a celui qui est aujourd'hui, je crois, vice-gouverneur, qui a dit, niet, il ne va pas passer, le sang va couler, les peines vont s'ériger contre lui, il est Mukuba, il vient de Moïka, il ne peut pas être élu à Chikapa. Et pourtant, c'est une intelligence, ces garçons-là. Quand vous parlez avec lui, le maître Apiem, il était le directeur de cabinet adjoint de Luzolo, vous sentez que c'est une grande intelligence. Mais parce que il est de Moueka, qu'il a passé toute sa vie à Chikapa, on lui a refusé. Donc, tout part de notre loi électorale. Je crois qu'il y a lieu de revisiter cette loi électorale. Non pas encore comme l'abbé Malou veut qu'on triche encore, mais pour permettre que les critères soient objectifs, qu'on tienne compte du cursus scolaire et académique. Madame, vous avez votre fille née en 6e cette année. Je la vois vraiment pas comme députée. Non, voyez là. Mais nous souffrons, madame. Nous nous battons, bec et ongle, quand il y a des enfants, 100 fois des enfants. Nous nous battons pour que nos enfants étudient. Mais on voit des jeunes gens qui sont partis en Europe, qui n'ont même pas étudié, mais quand ils rentrent parce qu'il est en Europe, on est élu, on le recommande sur la liste pour être élu député. Et nous qui avons étudié, et on se dit,
À quoi bon sert le diplôme d'université? À quoi bon servent les études? Parce qu'on a tout rabattu. Le problème part de l'élaboration de nos textes. C'est là où je dis, aujourd'hui on est en train de se battre. En principe, lorsqu'on Bochab, parce qu'il a toujours été utilisé toujours dans le bal, en 2011, lorsqu'il change la constitution pour ramener de 2 tours à 1 tour, c'est quand Tshisekedi rentre. On va encore tailler la loi sur mesure. J'aime Joseph Kabila. Ça, je vous dis, en tant qu'homme, j'aime mon chef de l'État, j'aime le président Joseph Kabila comme tel. Mais je n'aimerais pas que tout soit fait sur base de sa personne. Je l'aime, moi, sincèrement, je vous dis, je l'aime, j'aime sa famille, j'aime ses enfants, et j'ai aimé qu'un jeune devienne président parce que ça a un peu démystifié un peu les grandes fonctions dans notre pays. Je l'aime en tant qu'homme. Et puis, mais la Bible déclare, la Bible que je lis, maudit soit celui qui s'est confié à un homme. Et si aujourd'hui le Seigneur le rappelait? Et si aujourd'hui, en étant endormi, Dieu veut lui parler dans un songe, dans un rêve, et dit Kabila quitte le pouvoir? Où partiraient les Bochab et les autres? Pourquoi les gens ne peuvent pas s'imaginer que je suis professeur d'université, je suis docteur en droit, je suis ceci, je suis cela, je peux aussi avoir les ambitions de devenir chef de l'État. Mais quelqu'un qui a simplement des ambitions au sein de leur famille politique devient un ennemi. Comme mon frère, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, il est devenu l'ennemi de tout le monde. Tout simplement pour avoir dit non à la révision constitutionnelle. Bahati Lukwebo, en qui on reconnaît un peu aussi les ambitions de devenir chef de l'État, il devient l'ennemi de tout le monde. Banza Moukalai, qui a dit dans une réunion à Kingakati, non, s'il vous plaît, il faudrait entendre la voix de la communauté internationale. Il devient un ennemi de ces gens qui ont pris le chef de l'État comme leur bouclier humain. Non, 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 non. Ma chère sœur, je voudrais que la correction ne soit pas faite sur base de ceux qui ont été nommés, qui sont au Parlement, mais que la correction soit faite par rapport à tous les textes que nous élaborons, que ces textes-là soient impersonnels. Révision constitutionnelle. Oui. Quelques mots, vous voulez rebondir sur les textes, sur la loi électorale? Justement, la loi électorale, voilà pourquoi il est important aujourd'hui que l'on puisse réviser la Constitution. Parce que ça ne doit que passer par là. Ça ne doit que passer par là. Bon, je ne parle pas de l'article 220. Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'on ne peut pas, c'est comme Joël Cadet le disait tout à l'heure, on ne peut pas considérer qu'au Congo, on n'a qu'une seule personne qui répond aux critères d'être chef de l'État, et c'est Joseph Kabila. On ne peut pas le dire. Et on ne peut pas considérer que le programme qui a été initié par Joseph Kabila ne peut être achevé que par lui. Non, c'est inadmissible. Nous sommes en train de croire qu'aujourd'hui, nous pouvons réviser notre constitution pour l'adapter aux conditions essentielles pour le développement du pays et pour l'émergence de la nation. Parce que ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, comme Joël Cadet l'a dit, c'est simplement parce que les textes que nous avons aujourd'hui ne nous permettent pas d'avoir de bonnes personnes qui peuvent travailler pour l'intérêt de la nation. Des gens que nous avons aujourd'hui, ils sont arrivés là parce que simplement on s'est dit bon, on va gratifier des personnes qui ont travaillé pour l'intérêt de celui-ci ou de celui-là. Et ça, ce n'est pas normal. Nous devons arriver à modifier la Constitution aujourd'hui. Donc la révision constitutionnelle aujourd'hui est plus que nécessaire. Nous allons donc à l'est de la République, mesdames et messieurs, nous allons à Béni, hein. Comme vous le savez, on a arrêté 200 suspects dernièrement, les massacres, je crois que ces derniers temps, il n'y en a plus, hein. Ils sont quand même un peu... Non, il y a eu, non, depuis dimanche, il y a eu accalmie. Il y a eu accalmie quand même. Ouais. Donc, mais quand même, on a arrêté 200 personnes et un nom a été cité nommément, hein, c'est Mboussa Nyamwisi. Quel est le rôle de Mboussa Nyamwisi dans cette situation dans l'est de la République? Je suis en train de douter de toutes ces déclarations. On fait allusion à Mboussa Nyamwisi. C'est ça, c'est que moi j'appelle la théorie d'Adam-Ève. Quand Dieu pose la question à Adam, qu'avez-vous fait? Il dit non, c'est pas moi, c'est Ève. Quand il demande à Ève, Ève dit non, c'est pas moi, c'est le serpent. Donc c'est de l'irresponsabilité. On doit nous démontrer réellement c'est Mboussa Nyamwisi. Démontrer les implications de Mboussa Nyamwisi. Avec preuve à l'appui. On doit éviter chaque fois de soupçonner les gens pour se dédouaner, n'est-ce pas, des erreurs. Vous savez, nous avons la MONUSCO. Tout cela, c'est par rapport à l'armée. Nous devons avoir une armée structurée. Quand vous prenez l'accord d'Addis Abeba, l'accord stipule, nous devons avoir une armée où on doit tout structurer. Mais chez nous ici,
Quand les FARDC tuent 3-4 personnes, on fait des campagnes. Hein. Les FARDC montent en puissance et qu'on sort. Non, non, non. Là où il y a la MONUSCO, là où il y a la brigade, on suppose que ce n'est pas encore une armée. Nous devons construire l'armée. Si nous avons une armée construite, aguerrie, je crois que ce qui arrive à Beni n'aura pas lieu. On a tendance à responsabiliser la MONUSCO. Oui, évidemment, la MONUSCO est là, évidemment, pour nous aider. Mais je crois que 14 ans ou 15 ans, n'est-ce pas, de Kabila, depuis 2001 qu'il est là au pouvoir, il devrait doter ces pays d'une armée. Il devrait doter ces pays d'une police. Je reviens, madame, les missions premières, n'est-ce pas, des pères de l'indépendance, qui se sont assignés à la sortie de la table ronde, c'est-à-dire doter les pays d'une armée forte, doter les pays d'une police forte et doter les pays d'une administration. Je vous pose la question, on est dans cette table. Est-ce que le Congo a ces 3 axes? Nous avons une police, nous avons une armée, nous avons une administration, zéro. Aucune administration, aucune armée structurée, aucune police. Nous assistons tous les jours, nous assistons aux infractions avec notre police. Nous assistons au raquettage en pleine journée. Ce que font nos polices, nos policiers. Ce que nous voudrions, au fait, Kabila doit nous aider, il doit doter ces pays d'une armée. Si nous avons une armée responsable, ce qui arrive à Beni n'aura pas lieu. Si nous avons des services de renseignement équipés, outillés, soutenus, nous n'aurons pas de problèmes, de rumeurs. Ce qu'on parle de Mbusa Nyamwisi, jusqu'à preuve du contraire, ce sont des rumeurs. Il faut que les services travaillent là-dessus, qui nous apportent les élémentaux qui prouvent à suffisance qu'il y a des implications. Jusqu'à preuve du contraire, moi je trouve que ce sont des rumeurs. 200 personnes arrêtées dernièrement à Beni par rapport à ces massacres. D'ailleurs, en tout cas, on réitère encore nos condoléances à ces familles éprouvées parce que ça a été vraiment un hécatombe là-bas à l'est de la République. Les massacres à répétition, mais comme vous l'avez dit, depuis dimanche, il y a vraiment un accalmie. Le rôle de Mbusa Nyamwisi dans cette histoire, on l'a suivi dernièrement dans les chaînes périphériques. Non, madame, je ne voudrais... Il a un rôle à jouer dans ce qui se passe à l'est? Avant d'aborder la question relative à Mbusa Nyamwisi, jamais je n'ai eu de point de vue divergent avec mon ami Bouchemouni. Aujourd'hui, je dois lui dire que nous avons une armée structurée, nous avons une armée républicaine, nous avons des services de renseignement très impeccables, très doués, très surdoués. Mais il faudrait comprendre ce qui est fait par l'ennemi, le Rwanda et l'Ouganda. Notre armée, notre police, nos services de renseignement sont tellement infiltrés qu'on les a fragilisés. Je vous dis, lorsque l'armée congolaise a été dirigée par un homme nationaliste, Boudjamabe est arrivé jusqu'à la frontière avec le Rwanda. Il a demandé à la haute hiérarchie, au haut commandement, je veux entrer au Rwanda. On lui a dit niet, on l'a rappelé, il est mort. Deuxième général, Jean-Lucien Baouma, excusez-moi. Jean-Lucien Baouma, excusez-moi. Il a concocté une stratégie sous le haut commandement de l'armée de terre commandité par le général Olinga. Ils ont fait une stratégie de guerre contre le M23. Le M23 a pris fuite sous les opérations commandées par le colonel Mamadou Ndala. Ils ont bouté dehors le M23. Alors, nous avons une armée, nous avons des militaires formés dans les hautes académies militaires. En connivence avec la brigade. S'il vous plaît. Nous avons des hautes... Non, je vous dis, on peut mettre tout le monde là dehors. Nous avons des militaires qui aiment ce pays, mon frère. Tout simplement, c'est infiltré. Le Rwanda a tellement infiltré. Notre armée a un plus haut sommet, notre police a un haut plus sommet, nos services de renseignement. Je vous dis que si nous n'avions pas de services de renseignement dans ce pays, je vous dis, même pour ne fût-ce que la petite phrase que tu viens de sortir là, on allait nous arrêter. Je vous dis que nous avons des gens qui font les analyses de l'émission de Madame Paulette ici chaque jour, qui analysent chaque mot. Alors à un moment donné, ils disent non, non, ils ont raison, ils n'ont pas raison. Bon, on prend ça comme conseil, ils le transmettent au chef de l'État. Je vous dis que nous en avons et ils vous travaillent chaque jour. Et ça, moi-même, je l'ai découvert quand un de mes avocats était pour retirer quelque chose quelque part. On l'a même identifié, c'est moi son parrain, c'est moi son avocat. Donc ils connaissent même chez moi. Donc c'est vous dire qu'ils travaillent. Par rapport à la question, les tueries de Beni, je voudrais l'aborder à deux niveaux, madame. J'ai toujours été prophète dans votre émission ici. La première, c'est que c'est le modus operandi d'une nouvelle rébellion. Lorsque une rébellion veut commencer dans l'est de la RDC, on commence par les massacres. C'est comme ça l'AFDEL a commencé en 1996.
Donc on commence par les massacres, on crée une situation de psychose dans la population et après ils entrent. C'est comme ça qu'on avait tué quelques Tutsis. Vous avez vu l'ancien vice-président Rouberwa partir au Burundi, on a tué les Tutsis. On avait besoin d'un prétexte pour agresser la RDC. Alors, vous avez vu quand le SNDP a commencé. Donc c'était de la même manière. Donc il y a une rébellion en gestation. Une rébellion en gestation, une nouvelle attaque de la RDC. Ça, je vous dis, en tant qu'analyste, vous allez voir. Et on crée une situation de psychose qui permettra maintenant au Rwandais et à l'Ouganda de faire entrer ces rebelles. Et bientôt, je crois même dans 2 mois, vous allez entendre que la guerre a commencé. Pourquoi? Notre gouvernement qui a signé l'amnistie n'accorde plus l'amnistie à ces gens-là. On a gardé des milliers de militaires dans une république étrangère, dans un pays étranger. Et aujourd'hui, selon les informations parvenues à Impact News, nous allons les mettre sur la place publique le vendredi, on monnaie l'amnistie. Donc, c'est comme si le gouvernement congolais n'a pas intérêt à voir la paix revenir dans l'est de la RDC. Ça peut s'expliquer scientifiquement par ce qu'on appelle la diversion. Parce qu'ils ne sauront pas sortir de l'argent. La guerre dans l'est a beaucoup de causes plus économiques, c'est-à-dire il tire beaucoup d'intérêt, il tire beaucoup d'argent de cette guerre-là. Toute guerre économique. Ils ont besoin que la situation perdure dans cet état. Parce qu'ils pouvaient déjà rapatrier. On demande aux gens, on demande avant, déjà entendu même mon frère Mwamba Kishimbi, demander non que ces gens-là reviennent. Tchoko est revenu ici, Tchoko qui est Katangé. Il est revenu, à peine arrivé, on l'a arrêté. Un des cadres du M23. Alors comment vous allez... On l'a arrêté, il a fait 3 mois à l'ANER. Et vous allez demander à ces gens-là de venir comme ça, au moment où l'amnistie que vous devriez leur accorder, il paraît qu'on commence à les monnayer. C'est là où je dis, est-ce qu'on a besoin, on aime vraiment la population congolaise? Bien sûr que Mboussa Nyamouissi, flirter, ce n'est pas faux. Flirter avec le M23. Roger Lumbala a flirté avec le M23. Tous ces opposants-là, nous les savons tous, ils sont une émanation soit de l'Ouganda, soit du Rwanda. Tout comme tous ceux que nous avons ici au pouvoir, nos frères et sœurs qui sont dans le gouvernement. Je voudrais, moi, implorer la grâce du chef de l'État. Implorer sa pitié en tant que père. En tant que père de Laurent Désiré Kabila. En tant que père de Sifa. En tant que mari de Maman Olive Lembe. Qu'il ait pitié de nos sœurs, de nos frères qui sont à Beni, qui sont dans l'est de la RDC. Ils ont été tués comme des chiens. Même le chien là. Nos frères du Kassai, avant de bouffer un chien, ils ont quand même un mécanisme de les tuer sans lui causer beaucoup de souffrance. Mais nos frères sont tués dans une atrocité. Non, qui ne dit pas, même les animaux ne se tuent pas comme ça. Oui, je donne la parole à Dionys. Oui. Juste un petit mot. Par rapport à ce que Joël a dit, on doit structurer l'armée. L'armée, il ne faut pas qu'on dise dans un plateau comme ça que nous avons de bons militaires. Non, nous ne refusons pas la qualité des militaires, mais la structure de l'armée qui est... La structure de l'armée qu'on doit aménager. Tout à fait. Aujourd'hui, vous savez, nous parlons, n'est-ce pas, du génocide intellectuel. Et les génocides intellectuels dont je fais allusion, notamment à la rentrée scolaire qu'on a connue, les enfants des militaires, moins sont partis à l'école. Moins sont à l'école. J'ai dit en conséquence des causes, je suis vice-président du comité des parents du collège Bosembo, où vous trouverez plus les enfants militaires. Les militaires sont moins équipés dans notre pays. Ce qu'on se le dise. Les soldes des militaires, je vous informe jusqu'à preuve du contraire avec cette aventure de la bancarisation, les militaires n'ont pas encore eu leur solde jusqu'à preuve du contraire. Les services des renseignements, ils ne sont pas équipés, ils ne sont pas outillés. Or, ce sont les gens, quand vous dormez avec vos femmes en train de fabriquer des enfants, elles sont là avec les armes pour vous surveiller. Surveiller même votre vie. Ce sont les gens qui seraient outillés, mieux équipés, mieux dotés. Mais or, ce sont eux qui sont pratiquement relativisés. Les militaires, les enseignants, les magistrats, les médecins, les infirmiers. Bref, in globo, rien ne marche dans la société. On doit réhabiliter la valeur humaine. On doit réhabiliter la valeur d'un policier, la valeur d'un militaire, la valeur d'un agent de renseignement. Sinon, le pays va se perdre. Va disparaître. Pour un Congolais lambda, hein, c'est vrai qu'on parle trop de l'Ouganda, on parle trop du Rwanda, on parle trop de Burundi. Moi d'ailleurs, carrément, ma fille m'a posé la question, mais maman, mais ces pays, quand on les voit sur la carte, elles semblent vraiment petit par rapport à notre pays. Ma fille ne comprend pas comment ces tout petits pays-là créent tout le temps des problèmes à un si grand pays. Ces petits-là
On regarde la carte, hein, on regarde la carte. Vraiment, c'est une question terre à terre pour... Parce qu'il y a des Congolais de 12 et de 15 ans qui suivent cette émission. Comment expliquer vraiment, d'une façon facile, cette puissance du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda par rapport aux agressions à répétition sur la RDC? Non, madame, bon, je suis d'abord content que Daniel soit revenu quand même à la raison pour dire que l'armée existe, la police existe, mais elle doit être bien structurée. Ok. Ça je suis content de ça. Mais par rapport à la question du Rwanda et de la RDC, l'Ouganda et de la RDC, non, moi je comprends qu'il y a un problème des forces qui tirent des ficelles derrière. Parce qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui que la MONUSCO puisse nous dire qu'elle est en train de mettre des moyens en place pour permettre à la police nationale congolaise de pouvoir bien faire son travail. Mais la MONUSCO est là depuis quand? Ça fait plus de 10 ans. Ouais. La MONUSCO a toujours été là avec la police nationale congolaise parce que là on nous dit que les 200 personnes qui ont été arrêtées, les suspects qui ont été arrêtés, c'était dans une opération conjointe entre la police de la MONUSCO et la police nationale congolaise. Mais pourquoi la MONUSCO ne pouvait pas travailler en amont? Daniel a parlé des renseignements tout à l'heure, pour comprendre et démasquer parce qu'on a trouvé ces gens-là avec des armes de guerre, des bombes et des Motorola pour la communication, tous. C'est des gens bien équipés. Comment est-ce que la MONUSCO, qui est mieux équipée que notre police, il faut le dire, n'a pas su attraper ces gens-là quand ils entraient avec leur équipement de guerre? Comment on n'a pas trouvé ça? Vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, la RFI et quelques chaînes étrangères ont fait état de l'entrée des armées ougandaises, burundaises sur le sol congolais, mais une information qui a été démentie plusieurs fois par la MONUSCO et le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, on nous parle des attaques contre les populations civiles. Plus de 120 personnes tuées. Vous voyez ça? Donc, quelque part, moi je comprends qu'il y a des puissances étrangères qui ne veulent pas que la paix règne dans cette partie du pays parce que simplement, ils tirent leurs dividendes, ils ont besoin pour fabriquer leur téléphone. On a suivi un documentaire pour sur fabriquer les ordinateurs, c'était pour fabriquer des bombes. Ils ont besoin de matières premières qu'ils ne peuvent trouver que dans l'est du pays. Mais pourquoi ne pas négocier de façon légale? De façon légale avec le gouvernement en place? Non, ils vont monter des surenchères. Et ça, c'est une situation difficile. Je me demande, Joseph Kabila arrivera-t-il à mettre fin à cette situation? Nous approchons de la période électorale. Les enjeux deviennent on va nous dire non, on ne peut pas organiser les élections parce qu'il faut l'effort de guerre. Parce que ces gens-là, Joël Kadé l'a dit, ils sont en train de préparer une guerre, une attaque contre la RDC. Donc c'est imminent. Et en ce moment-là, on nous dira on ne sait pas organiser les élections parce qu'il y a guerre dans l'est du pays. Non, on doit mettre fin à ça. Il faut que Joseph Kabila tape du poing sur la table. Comme il l'a d'ailleurs fait quand il était là-bas. Comme il l'a fait pour mettre fin au M23. Parce que là, on est en train de soupçonner le M23. Parce que lorsqu'on a regardé... C'est pas les ADF Nalou? Non, on a soupçonné... Non. Madame, on a dit les mensonges. Les ADF, on dit les ADF. C'est vrai, les gens qui ont attaqué parlent les Kinyarwanda. On a dit les gens qui ont attaqué, ils parlent les Kinyarwanda et ils parlent Swahili. Et le ministre de l'Intérieur a dit que parmi les suspects qu'on a arrêtés, il y a des Congolais. Ok. Et lorsqu'on regarde le mode opératoire, il s'apparente à ce que faisait le M23. Bon, les ADF, oui, il y a les ADF parmi les suspects arrêtés, mais tout porte à croire, madame, qu'une rébellion, enfin une rébellion non, qui a effectivement quelque chose qui se trame, hein? Une agression qui est en train d'arriver. Et pour ça, il faut que Joseph Kabila, nous pensons qu'il a le souci des Congolais, comme Joël le disait tout à l'heure, il a le souci des Congolais, il a le souci du Congo. Et s'il a vraiment ce souci-là, nous devons le voir à l'œuvre pour mettre ces gens-là hors d'état de nuire. Vraiment, en quelque sorte, c'est vraiment la fin. Non, en quelques poussières de minutes, c'est tout simplement pour dire ceci. Le gouvernement doit manifester cette volonté de mettre fin à la guerre dans l'est de la RDC. Manifester la volonté, ça veut dire quoi? Nous devrions éviter ces mensonges-là qu'on nous fait gober à nous tous. À qui profite les mensonges? C'est l'éditorial d'Impact News. À qui profite les mensonges que ce sont les ADF Nalou?
Ce ne sont pas les ADF Nalou, ce sont les Rwandais qui attaquent. Et on le sent dans leur mode opératoire. Ils parlent Kinyarwanda, ils parlent le Swahili et ils les tuent. Parce que les gens qui savent facilement tuer les enfants dans les mortiers, il n'y a que nos frères Rwandais qui se tuent comme ça. Les Ougandais sont plus ou moins humains. Juste un petit On mot. n'est pas... On ne dirige pas les pays avec les mensonges. Nous, journalistes, nous devons quitter les stades et toujours de recevoir les communiqués. Nous devons Non, mener ce les sont enquêtes, pas les descendre ADF sur le terrain. On doit se débrouiller nous-mêmes. Parce que nous constatons, si on doit se contacter, n'est-ce pas, se contenter de communiquer du gouvernement, je crois que on ne saura nous jamais sommes les victimes de mensonges. Il n'y a pas Nous devons des faire un ADF effort de fouiller, de fouiner l'information pour que la population congolaise soit au courant de la vérité. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce web presse de ce mercredi. Vraiment merci à Dionys Kalinda, vraiment merci à Daniel Safo et à Joël Kadé, vraiment merci à vous, parce que vraiment dans cette émission, nous prenons beaucoup de risques, mais quand même, nous sommes dans un pays démocratique, nous avons la liberté d'expression consacrée par la Constitution. Pape Jean-Paul nous a dit, n'ayez pas peur. S'il vous plaît, Daniel, je suis en train de désannoncer. Donc voilà, nous avons la liberté d'expression garantie par la Constitution congolaise. Donc nous remercions les autorités pour cela. C'est pas acquis, hein, parce que quand on voit dans les pays à côté, en tout cas, ils n'ont pas cette liberté que nous avons, en tout cas, d'analyser aussi froidement ce qui se passe dans notre pays. C'est notre pierre. La seule chose que nous pouvons faire, nous, journalistes, en tout cas, c'est contribuer. C'est notre façon à nous de contribuer, d'apporter notre pierre dans la reconstruction de ce beau pays. Nous n'avons que ça. Nous n'avons que la République démocratique du Congo. Je ne pense pas que Dienika ait notre passeport bleu ou rouge. On ne lâchera pas l'affaire, c'est le Congo, c'est notre pays. Nous n'avons que le Ce ne sont passeport. pas les pays des députés qui se battent. Nous n'avons que ce Ni du passeport bleu gouvernement là. qui ne paye pas la dette intérieure. Nous n'avons que ce passeport bleu là, mesdames et messieurs. Donc notre pays nous appartient à tous. Donc c'est la façon à nous, journalistes, de contribuer à la reconstruction de notre pays. Merci à vous pour votre fidélité. Merci à vous, en tout cas, mesdames et messieurs, qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Merci pour vos remarques et suggestions. Merci à l'équipe technique, donc à Guy Lukoki et à Maïlo Bumba à la régie. Et nous nous retrouverons sûrement, mesdames et messieurs, le mercredi prochain avec toujours le même plaisir.